Ok. Moi, je vais vous poser une question, d'accord, Monsieur Nda? J'aimerais déjà, vous avez parlé de votre mouvement, vous avez parlé de l'opposition, on a parlé, là on est en train de poser des questions sur le Togo. J'aimerais déjà que vous nous donniez votre avis sur le panafricanisme et au cas où, bon, le souhait. Merci beaucoup. Et je ne sais pas si tous ceux qui suivent nos lives connaissent notre position vis-à-vis de l'AES et Ibrahim Traoré, comment l'appelle-t-on, Tiani, tous ces gens-là, Asmi Goïta, sont des exemples. Leurs projets qu'ils utilisent, leurs projets qu'ils ont faits, sont des exemples que nous citons matin, midi, soir dans nos lives pour mobiliser la jeunesse, pour leur dire que vous savez, nous pouvons aussi faire ceci ici. Et moi, je suis totalement pour l'AES. Je suis totalement pour le panafricanisme de Gilles Christ Olympio, le panafricanisme de Kwame Nkrumah. Si nous voyons la vision du panafricanisme, c'est une vision sociale, c'est une vision économique, une vision culturelle, une vision politique d'émancipation des Africains. Donc moi aussi, je veux cette émancipation-là pour toute l'Afrique. Je veux que les impérialistes partent. Ça, c'est le panafricanisme que je veux. Je ne suis pas cette personne qui sélecte le panafricanisme. Le panafricanisme par sélection. Moi, quand je dis non à l'impérialiste, je dis non à l'impérialiste. Je ne veux pas libérer le Togo à tout prix pour que les erreurs que nos aïeux ont fait quand nous avions signé l'indépendance, au lieu d'aller prendre cette indépendance physiquement, on nous a placé les frères, les sœurs à la tête de nos pays et ils se sont cachés d'eux pour continuer l'impérialisme, pour continuer l'esclavage. Cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui devons prendre les taureaux par les cornes et diriger notre pays. Je sais que le monde est interconnecté, que c'est difficile de se dissocier du monde. Je sais que le monde est interdépendant. Mais nous devons prendre le contrôle de notre pays. Le Burkina continue par travailler avec la France, mais sur les termes du Burkina. Le Burkina continue par travailler avec les impérialistes, mais sur les termes du Burkina. Voilà ce que moi je veux. Moi, je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent que nous devons changer le Togo à tout prix en laissant nos ressources minières à un autre impérialiste pour venir libérer le Togo. Voilà mon avis personnel sur le panafricanisme. Maintenant, parlons de l'AES. L'AES, nous tous nous savons que actuellement l'AES, tout le monde est nationaliste dans l'AES. Ils cherchent à développer leur pays d'abord. Parce que si eux, ils ne sont pas sécurisés, leur vision ne peut pas aller dans toute l'Afrique. Et nous qui ne sommes pas encore libérés, nous devons faire ce que eux aussi, ils ont fait pour se libérer. Le Togo, malheureusement, ne peut pas faire ce que le Burkina et le Mali, le Niger ont fait en termes de coup d'État parce que nous n'avons pas une armée nationale, une armée patriotique, républicaine, comme le Burkina. Aujourd'hui, si Ibrahim Traoré n'est plus là, je vous assure que dans les années qui vont venir, il y aura un autre Ibrahim Traoré qui va sortir parce que Thomas Sankara a fait un travail et il a développé le nationalisme, le patriotisme dans les Togolais, les soldats togolais. Chez nous, les Togolais, non. Vous avez une fois entendu d'un coup d'État au Togo? Les Burkinabés plutôt, excusez-moi. Non, je parle du Togo maintenant. Est-ce que vous avez une fois entendu d'un coup d'État au Togo? Non. Pourquoi? L'armée, elle est consciente. Plutôt, l'armée sort et mate et tue le peuple togolais. Donc ça, là, c'est difficile de l'avoir. Et même si on a un coup d'État, nous allons avoir un dictateur plus farouche que Faure et son père. C'est pour cela que c'est la révolution populaire qui peut changer le Togo.
Mais il faut d'abord que le Togolais lutte pour libérer le Togo, parce que quand le Togo va commencer par lutter pour changer l'impérialiste qui est sous fort et Sossimla Nyasingbe, là vous voyez que Tania TV vient pour nous aider. Là vous voyez que KGB vient nous aider. Là vous voyez que tout le monde qui est sur ce panel-là vienne à notre aide. Mais si nous attendons que c'est l'AES qui va venir nous libérer avec les armes, nous sommes en train de rêver, nous sommes fous. Je le dis encore, nous avons les moyens pour faire partie de ce système. Donc moi, je pense que l'AES, c'est une bonne chose. Mais aussi, nous ne devons pas donner une green card à ces pays de l'AES pour retomber dans les erreurs. Quand vous voyez l'histoire de l'Afrique, il y a des gens qui sont sortis et on a pensé que ces gens-là vont nous libérer de l'impérialisme. Et on a refusé de leur donner le bénéfice du doute. On a refusé de les critiquer. On a refusé de les interpeller. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus des dictateurs, certains sont morts au pouvoir. Alors que quand vous voyez leur histoire, quand ils étaient venus, c'était des gens intègres. Donc moi, particulièrement, j'aime ce qui se passe au Burkina, mais ça ne m'empêche pas de critiquer. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais si Ibrahim Traoré fait quelque chose aujourd'hui que je n'aime pas, je vais le critiquer. Par exemple, quand il a reçu à Adebayor, qui est une machine qui travaille avec le gouvernement, je les ai interpellés. Quand nous avions appris leur réunion avec Faure et Sossimla Nyasingbe, nous les avons interpellés. Mais nous devons faire attention parce que nous savons, moi je suis conscient, je l'ai dit toujours sur mes lives, que pour que le Burkina se développe, il doit travailler avec le gouvernement togolais que je lutte contre. Il doit prendre ses produits à travers le port du Togo et ils doivent être méthodiques. J'ai dit ça publiquement depuis l'année passée, plusieurs fois. Je comprends ça. Voilà, moi, mes idées sur l'AES et le panafricanisme. Ok. KGB 1100, vous êtes là? Je suis là. Ok. 1100, tu es là? Ok, on peut écouter Soleil maintenant? Soleil, tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Soleil, est-ce que tu es là? Oui, Tania. On peut, voilà. Tania, merci. Je voudrais saluer tout le monde et puis ceux qui suivent aussi le panel, les 1800 personnes. Salutations chaleureuses à mon frère KGB et puis à mon tonton Zaratoussara et puis Badieglo et Rose Noire que j'ai taquiné sur le panel. Merci aussi à M. Marc Mda qui se prête à ce jeu-là devant des milliers de personnes, qui dès l'entame dans ses propos liminaires a dit qu'il essaie souvent bilingue et que voilà, il tente de perdre un peu la langue des Molières, mais il s'y trouve quand même à se défendre devant ces personnes et je tiens à lui dire merci. Et puis, l'autre merci, c'est que ce monsieur, moi je l'ai connu un soir, hein, notre amitié, nous sommes rapprochés, nous sommes abonnés mutuellement lors de la fête de Sullivan Gbagbo Koné. C'est là que j'ai fait votre connaissance sur les panels des Américains, animés par KGB et Tanguy. J'ai vu que, et c'est là qu'on s'est présenté, on nous a dit que vous étiez du Togo, parce que le nom d'A, il a aussi un nom ivoirien, il faut que je vous dise. Oui, je sais ça. Aussi, donc j'avais cru qu'il y avait un Ivoirien comme nous qui épousait donc des causes et donc qui voulait quand même parler de l'affaire de Sullivan Gbagbo Koné. Et finalement, on m'a dit que vous êtes du Togo. Donc nous sommes tous de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une bonne chose de parler de l'Afrique nous-mêmes, par les Africains eux-mêmes. Parce qu'à l'époque que j'ai connu les gens, un journaliste, quand on présentait comme connaisseur de l'Afrique sur France 24, Gauthier. Aujourd'hui, on ne va plus sur France 24 parce qu'il y a les Africains eux-mêmes qui s'intéressent aux problématiques africaines. Et cela, c'est quelque chose de notable qu'on doit marquer dans nos agendas. Monsieur, je voulais vous dire,
ma première question est la suivante. Quelle est votre situation juridique au Togo? Est-ce que M. Nda est un exilé aux États-Unis? Est-ce que M. Nda est peut-être confronté à des situations judiciaires, comme on appelle au Togo? Comme le font bon nombre de présidents, une fois au pouvoir, ils s'attaquent à leurs adversaires politiques sur le plan juridique. Quelle est aujourd'hui votre situation juridique au Togo, monsieur? Je suis un exilé politique. Vous savez, moi, j'ai commencé la lutte quand j'étais sur les bancs au lycée. Et j'ai commencé ma lutte déjà avant l'avènement du vent de la démocratie. J'ai été arrêté, enfermé. Toute ma famille, il y a beaucoup de gens ici qui peuvent le témoigner. Moi, ma vie, elle est ouverte depuis le Togo. Hein. Ma vie n'a jamais été cachée. Elle a été toujours ouverte. Hein. Toute ma famille est du pouvoir en place. J'étais le seul opposant, la seule personne qui n'était pas achetée, qui s'était opposée à toute la famille, et je me suis exilé avec ma femme et mon enfant en ce temps-là. Je suis toujours un exilé politique. Je ne peux pas mettre pied au Togo aujourd'hui. Et c'est une réalité. Si je perds la langue de Molière, c'est parce que j'ai été ici depuis plus de 20 ans. Donc, je suis un exilé politique. Alors, aujourd'hui, je vais rajouter ceci. Aujourd'hui, avec nos prises de position radicales, on ne peut plus mettre pied au Togo. Monsieur Marc Nda et moi, nous qui sommes les leaders du temps de la liberté, de ce mouvement-là. Et ça a été dit plusieurs fois, on nous a prévenus, eux-mêmes nous l'ont dit, que si ils voient un de nos pieds au Togo, ils nous emprisonnent tout simplement. Pour des faits qu'ils auront, comme vous le savez, inventés, maquillés, comme se fait dans la plupart des dictatures. Donc nous sommes, oui, aujourd'hui, entre deux étaux. Il y a nos propres frères de lutte, nos propres combattants, des activistes comme nous, qui sont membres de cette opposition, qui nous combattent. Voyager par avion. Parce qu'il y a une liste qu'ils ont fait et qu'ils poussent à l'Interpol à chaque fois qu'on se déplace. Donc, oui, de ce côté, aujourd'hui, nous ne pouvons pas reculer, nous ne devons qu'avancer dans ce que nous faisons. Faire voir naître cette révolution populaire au Togo pour dégager cette dictature. Voilà. Et vous avez aussi parlé de... Je veux aussi clarifier quelque chose. Révolution populaire, comment? Appeler les gens, inciter les gens à se lever, réclamer leurs droits, pas à casser, non. À se lever, réclamer leurs droits, quartier par quartier, bloquer le pays jusqu'à ce que ce pouvoir dégage. Vous n'avez jamais demandé aux gens de sortir pour faire des casses? Non, jamais. On travaille d'ailleurs là-dessus. Et c'est pour ça qu'on conscientise 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'on s'entend pas avec certains activistes opposants. Parce qu'ils veulent passer par des casses. Nous ne voulons pas passer par des casses. Nous voulons faire la chose à la George Floyd, par exemple. Où des gens sont partis se coucher. Bon, je ne vais pas vous étendre toute notre stratégie ici, mais les gens sont partis se coucher dans les rues pour ceux-là qui voulaient vraiment revendiquer quelque chose, pour demander non, stop, ça s'arrête. Voilà. Et c'est un peu difficile. Nous sommes un peu dans de l'anarchisme pacifique. C'est un peu difficile à faire comprendre ça à nos frères et sœurs de l'opposition. Et vous voyez aussi, Tania, de la même manière, quand on vous raconte les problèmes togolais, vous allez penser que c'est un film. C'est de la même manière que la solution aussi ressemble à un film, à un rêve. Mais c'est la réalité. Et je reviens à l'étude que nous avions faite. Posez-vous la question, mais qui a assassiné? C'était dans tous les journaux, c'était partout dans le monde, qui a assassiné des milliers de personnes. Les a jetés sur la lagune avec une femme enceinte, mais se promène. Il passe des semaines en Italie, mais il n'est pas interpellé. Vous savez pourquoi? Ils ont aussi utilisé la Constitution pour dire que c'était l'autodéfense. Ils ont utilisé le fait que
Les gens avaient des coupes-coupes, des couteaux, des gens brûlaient des pneus pour dire ils étaient en train de se défendre. Et ils ont utilisé la légitime défense. Mais comme l'impérialiste qui est censé pratiquer cette loi internationale veut fort là-bas, ils l'ont accepté. Donc il faut d'abord penser à la réaction de la personne. Comment est-ce que cette personne-là a toujours réagi si vous sortez? Et puis je vais vous dire, le Togo, l'armée, la gendarmerie et la police n'atteignent pas ça, mais nous avions aussi fait des études qui ont montré que dans une révolution pour réussir, il faut seulement 4,2% de la population dans les rues. Mais nous demandons au moins 1 million, ce qui fait près de plus que 10% de la population. Vous voyez, non? Mais cette police, nous avons testé la police durant nos études. La dernière fois, quand il y avait 6 personnes qui étaient allées devant le ministère de la Santé pour réclamer leurs droits de santé, il y avait plus de 20 personnes, 20 policiers qui étaient sortis avec des magouilles, comment appelle-t-on, je sais pas, habillés comme s'ils étaient en guerre, des gourdins, des trucs là pour les confronter. Alors que ces gens-là, ils avaient seulement, pas des plancards, seulement des papiers pour écrire leurs besoins sur ces papiers. Imaginez que vous avez 1000 personnes et que vous devez avoir 20 000 soldats. Toute la police est partie, plus la gendarmerie. C'est des réalités. Ils ne peuvent pas nous contenir. Alors, je voulais revenir sur quelque chose rapidement, sur la Constitution de la 4e République, article 150, qui dit ceci. Parce que nous nous basons sur l'alinéa 2 de cet article-là pour ce mouvement. L'article 150 dit, alinéa 1, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour établir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Cet alinéa ne nous concerne pas parce que nous sommes de simples citoyens. Si vous m'avez bien entendu, cet alinéa parle de gouvernement pour tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. Donc, ça ne nous concerne pas. L'alinéa 2, nous nous basons là-dessus. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, les circonstances sont lesquelles? En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque. Donc, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. C'est ce qui est marqué. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous n'avez même pas besoin d'interprétation quand vous lisez cet article 150 de la Constitution de la 4e République. Vous n'avez même pas besoin d'un constitutionnaliste pour vous expliquer cela. Mais est-ce que vous vous imaginez que pendant près de 34 ans de lutte, l'opposition togolaise a toujours dit aux citoyens lambda, vous devez sortir par tous les moyens pour revendiquer vos droits. Quand on dit par tous les moyens et qu'on inclut ce terme-là, tous les moyens, ça fait que vous avez des gens qui sont dans les rues avec des machettes, des gens qui vont brûler des pneus, qui vont incendier des maisons, etc., etc. Parce que c'est ce que vous leur donnez comme interprétation. Et pendant 34 ans de lutte, cette opposition traditionnelle s'est toujours basée là-dessus. D'où un point de discorde avec eux. Parce que quand on est arrivé, et qu'on leur a fait la proposition, et quand on est arrivé sur cet article de loi, ils ont jamais accepté qu'ils avaient tort. Et ils continuent toujours par nous combattre en disant à d'autres Togolais qu'il faut sortir par tous les moyens. Ce qui donne à Faure Gnassingbé une légitimité de réprimer la population sur place. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc on est entre ce marteau et l'enclume aujourd'hui où nous ne prenons que cette vérité-là, qui est dans les tests de la 4e République. Dans
ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Et nous nous y emploierons. Nous sommes en train de conscientiser. D'ailleurs, très bientôt, je passerai la parole à Marc là-dessus, et il vous l'a bien expliqué. Nous n'avons pas besoin d'une majorité de Togolais pour faire ce que nous pensons. On aura une minorité de justes qui va drainer la majorité. Voilà. Merci. Tania, si tu permets. Excusez-moi. Vas-y, Oussam. Oui, alors c'est intéressant. C'est intéressant, hein, parce que on voit effectivement qu'il y a une dynamique de la part de Monsieur Marc et Monsieur La Légende, qui ont fait une rétrospective, qui pour ma part ne m'a pas vraiment convaincu sur l'opposition. Et je suis pour ma part inquiet, parce que il y a un jugement en fait de la population que je n'apprécie pas personnellement. Et on entend souvent les hommes politiques le faire et dire que les populations souvent ne sortent pas, les populations ne manifestent pas, les populations. Et puis, nous constatons qu'il y a une opposition qui, au dernier moment, d'accord, incite la population à se présenter, du moins à participer à des scrutins. Et quand il y a une position plus ou moins de pôle position de l'opposition qui n'est pas citée, d'accord, ces leaders d'opposition-là font un rétropédalage spectaculaire. Et puis, il y a des personnes qui finissent emprisonnées ou des personnes qui perdent la vie et justice n'est pas rendue. D'accord? Alors, moi, je pense que le peuple togolais a payé le prix fort. De l'opposition, le peuple togolais a payé le prix fort. Je dirais qu'en fait, les opposants togolais n'ont jamais été à la hauteur, d'accord, des Nyasingbe. Et ça, c'est un fait. Pour moi, dire aujourd'hui que le peuple togolais refuse de sortir le joug, c'est faux. Il faut certainement trouver une nouvelle manière de faire la politique. D'accord? Voilà. Parce qu'on est dans un style francophone, je le dis, un style francophone où il y a un leader. Le leader dit tout repose sur le leader, et puis les citoyens sont juste des personnes qui doivent aller mettre le bulletin dans l'urne. Il faut casser les codes, il faut décomplexer les codes. Il ne faut pas aujourd'hui que les opposants togolais soient des maîtres, tout sachant, des gourous en quelque sorte, Nous sommes là des guides éclairés. Pour mettre le pied